Le MMA, c'est le sport le plus populaire pour la tranche 17-34 ans. Plus de 200 000 demandes de billets, sold out en 10 minutes, 15 000 places à Bercy. C'est carrément exceptionnel. Donc il y a un vrai sujet de pédagogie, d'évangélisation autour du sport et autour de ce qui compose finalement tout cet écosystème du MMA. Chez RMC Sport, on a la chance d'avoir les principaux droits qui comptent et notre mission c'est de raconter l'histoire. Le programme est très riche et c'est que le début, c'est que le début de l'histoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storytellers, le nouveau podcast de Fast Story qui explore l'univers fascinant de l'expérience fan et du storytelling. Je suis votre hôte Jules Vigroux, marketing manager chez Fast Story et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast passionnant où nous interrogeons des grands acteurs du sport business, du marketing et de la fan expérience en général. Alors, préparez-vous à être inspiré et à découvrir des histoires fascinantes avec nos invités dans Storytellers, le podcast de l'expérience fan de Fast Story. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Michael Loche, responsable marketing chez RMC Sport. Bonjour Michael, comment vas-tu? Très bien, et toi? Comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Merci de nous faire le plaisir d'être ici. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, j'ai très hâte de parler du sujet du jour qui est principalement le MMA, qui est un sujet que j'affectionne beaucoup, donc je suis très content de pouvoir en parler avec toi. Mais avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu pourrais un petit peu rapidement te présenter un peu toi, ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui chez RMC Sport, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît. Je suis responsable marketing. RMC Sport, c'est à la fois une agence de presse, mais c'est aussi un ensemble de chaînes de télé payantes. Et moi, mon travail, c'est développer le business autour des chaînes de télé payantes et notamment à travers la vente d'abonnements. Au bouquet télé. Et donc, en résumé, c'est recruter des abonnés et les fidéliser pour générer des revenus à partir de là. Ok, très bien, parfait. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels sont les enjeux aujourd'hui pour une chaîne comme RMC Sport? Aujourd'hui, on est sur un marché du sport parce qu'on vend de l'abonnement Pay TV et des contenus sport. On est sur un marché qui est très caractéristique parce qu'il y a de nombreux acteurs qui se partagent un peu les parts du gâteau entre droit du foot et d'autres sports. Donc les enjeux, c'est exister dans ce marché, proposer une offre qui soit cohérente et qui corresponde aussi aux attentes des abonnés. On a aujourd'hui sur RMC Sport les droits du foot et notamment les Coupes d'Europe, la Champions League, l'Europa League, la Conference League, qui sont des droits plutôt premium. Et on a une compétition avec d'autres acteurs qui ont également des droits similaires. Donc le but, c'est d'exister et de valoriser au mieux notre offre pour recruter des abonnés et les faire durer en tant qu'abonnés chez RMC Sport. Et après, il y a d'autres enjeux, c'est aussi saisir des nouvelles opportunités avec des droits qui sont nouveaux ou qui sont en train d'émerger. Et on pense notamment à la verticale combat qu'on essaie de développer sur RMC Sport. Parfait. Justement, voilà, c'est cette verticale dont on va parler aujourd'hui. Donc, ce que tu expliquais justement, voilà, c'est une verticale que vous avez choisi de prendre et sur laquelle vous êtes allé à 100% parce que vous avez tous les droits aujourd'hui de cette verticale-là, en tout cas pour le MMA, pour la boxe. Dis-moi si je me trompe, mais a priori, vous avez tous les droits à ce niveau-là. On sait que justement les marchés du droit sportif sont super concurrentiels, surtout ce que tu disais, les droits premium comme le football. Donc trouver une nouvelle verticale qui est encore peu, voire pas exploitée, c'est sûr que c'est très smart de la part de RMC Sport. Et donc pour parler spécifiquement du MMA, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, est-ce que déjà, avant de parler de la partie RMC Sport, est-ce que toi tu connaissais un petit peu le MMA avant de travailler avec RMC Sport sur ce sujet? Alors, c'est bien de commencer par ça parce que on est dans cette phase où on sent qu'il y a quelque chose qui se crée autour du MMA et on est en plein dedans. Et personnellement, je connaissais de loin il y a quelques années. Alors, j'ai regardé des documentaires sur McGregor, sur d'autres combattants. On entend parler de l'UFC parce que c'est une marque quand même assez puissante dans le monde. Mais c'est vrai que je m'y intéresse de plus en plus. Et j'ai la chance parce que dans le cadre de mon travail, c'est au quotidien que je travaille sur les sujets liés au MMA et du coup je découvre aussi que en même temps que moi je m'y intéresse de plus en plus, les Français, le grand public commence à s'y intéresser et au final le MMA c'est un sport qui est légalisé seulement depuis 3 ans en France, alors qui est déjà pratiqué depuis une dizaine d'années
au sein de clubs et autres, mais c'est légalisé depuis 3 ans, donc en fait c'est un marché qui commence à peine à s'ouvrir. Le sport de contact, c'est un sport qui est pratiqué depuis toujours, mais le MMA permet de rassembler ces différents sports et ces différentes disciplines, et en plus d'être un sport, il y a également un aspect de divertissement, entertainment à l'américaine et sous l'impulsion de l'UFC notamment et d'autres organisations dans le monde. Donc aujourd'hui chez RMC Sport, on a la chance d'avoir les principaux droits qui comptent, l'UFC, le Bellator, le PFL, le KSW, et notre mission c'est de raconter l'histoire à nos abonnés, raconter l'histoire au grand public, parce que l'enjeu c'est d'aller toucher, d'aller faire grandir une audience qui aujourd'hui, et ces dernières années, était principalement composée de fans, de corps fans. Demain, on sent qu'il y a une vraie opportunité d'aller chercher une audience de plus en plus grand public, et c'est ça notre travail aujourd'hui. Donc il y a un vrai enjeu avant tout de raconter l'histoire. Qu'est-ce que le MMA? Quelles sont les organisations qui compte? Qu'est-ce que l'UFC? C'est la Champions League du MMA. Donc il y a un vrai sujet de pédagogie, d'évangélisation autour du sport et autour de ce qui compose finalement tout cet écosystème du MMA. Ok, très bien. Ouais, donc pour vous, il y a quand même un très gros impact avec le storytelling, en fait. Exactement. Vraiment raconter une histoire et en profiter pour éduquer la population justement sur ce sport. Et ce qui est super important, moi je le vois parce que je suis fan de MMA, et alors je regarde principalement l'UFC, mais je suis assez fan, et justement quand je vois les commentaires parce que je suis abonné à RMC Sport, et donc le week-end quand je regarde les combats et que je vois les commentateurs, on a énormément de pédagogie qui est faite. En fait, il y a énormément, ils expliquent vraiment les prises, ils expliquent vraiment les règles, ce qui se passe ici, là. Ça en devient presque redondant pour quelqu'un comme moi qui suit depuis quelques années. On commence presque à en avoir marre parce qu'on se dit bon oui, ça on sait qu'il fait ci, t'es pas obligé d'expliquer à chaque fois, mais c'est quand même bien parce qu'on comprend. Voilà, moi je regardais, j'ai déjà regardé un combat ou deux avec des proches qui connaissaient pas forcément, et en fait ça évite le côté d'explication, etc. Et ça éduque vraiment bien, et ça permet de former, on va dire, un petit peu les gens à ce nouveau sport. Et est-ce que vous avez vu, vous, au sein parce que est-ce que vous aviez déjà les droits sur du MMA avant la légalisation? Ouais, alors historiquement, RMC Sport, avant de devenir RMC Sport, il y avait une chaîne qui s'appelait Combat Sport. Combat Sport diffusait déjà l'UFC. Diffusait déjà l'UFC, alors c'était une chaîne de télé payante également. D'accord. Mais ça, c'était bien avant la légalisation du MMA en France. Donc on a une base de fans historiques qui nous suit depuis un moment sur RMC Sport. Mais depuis que c'est légalisé, on sent que il y a eu une communication aussi de la part des ministres, les médias qui s'intéressent de plus en plus à ces événements. Ce qu'on observe aussi, et ce qui est très intéressant, c'est que les organisations viennent aussi en France organiser des événements. Il y a eu l'UFC Paris l'an dernier. Alors, quand même, un truc à souligner, c'est l'effet, l'engouement autour de cet événement. Plus de 200 000 demandes de billets, sold out en 10 minutes, 15 000 places à Bercy. C'est carrément exceptionnel. Du jamais vu. Du jamais vu, un record de billetterie à Bercy, enfin voilà, un événement exceptionnel. Le Bellator est venu 2 fois à Paris. Ils ont fait 12 500 places vendues à Bercy au mois de mai. Un grand succès billetterie, un très bel événement. Donc on sent aussi que les organisations prennent du poids et investissent dans le marché européen et la France. Donc RMC Sport est directement associé à ça parce que on collabore étroitement avec ces organisations, parce qu'on a les droits pour développer aussi l'intérêt et faire grandir le MMA à travers leurs organisations en France. Et pour revenir sur le storytelling, il est très important parce que pour intéresser le grand public, il faut aussi faire connaître les gens qui composent ce sport. Qui sont les combattants? On a des combattants français, donc on a une vraie chance. Il y en a beaucoup. Donc il faut s'appuyer aussi sur ces combattants-là pour raconter leur histoire, parce que c'est pas que des combattants, ils ont aussi une vie personnelle. C'est un sport qui est très jeune, donc il y a des sujets également financiers. On ne sait pas s'ils peuvent aujourd'hui vivre de leur sport. Donc ça, c'est des questions typiquement dans l'aspect pédagogique qui intéresse beaucoup en fait les gens. C'est est-ce que combien ils gagnent d'argent à telle organisation? On l'a vu récemment, là, ça a pas mal. Dans l'UFC avec Ngannou, tout exactement, ça. Et donc il y a tous ces sujets qui finalement c'est des sujets un peu du quotidien qui intéressent les gens, et donc nous
on fait en sorte de raconter l'histoire. Donc il y a tout un volet de faire savoir en amont, parce que quand on vend de l'abonnement chez une chaîne de télé payante, on sait qu'en général, au plus on se rapproche de l'événement, c'est là qu'on va générer le plus d'abonnements, ce qui est tout à fait normal, c'est un comportement classique. En revanche, il y a en amont de tout ça, pour y arriver à convertir en abonnement, il y a un gros travail de faire savoir. Et comment on fait? En fait, on va notamment pas mal exploiter le digital et les réseaux sociaux, parce que tout le contenu lié au MMA, c'est du contenu extrêmement engageant. Ok, d'accord. Donc là, vous misez principalement sur ces types de contenus-là. Et j'ai vu aussi que vous faites des films RMC Sport, donc qui sont, alors pas seulement dans le MMA, vous en faites aussi dans le foot et peut-être dans d'autres disciplines aussi. Mais j'ai particulièrement vu ceux du MMA en l'occurrence, et vous misez beaucoup, justement sur ces joueurs français, sur ces pépites françaises, parce qu'au final, on a quand même un nombre de combattants français qui ont un très gros niveau. Alors pas forcément qu'en MMA, on est des très bons combattants dans beaucoup de sports, mais c'est vrai qu'il y a une grosse communauté française. Et est-ce que vous servez un petit peu d'eux comme tremplin en fait pour un petit peu éduquer la population française? Exactement. Et il y a un gros travail qui est fait au niveau communication et éditorial, et notamment les films, c'est un très bon exemple. C'est un concept développé par la rédaction PayTV depuis quelques années sur du foot, qui ont fait leur preuve. Et aujourd'hui, sur le MMA, les films qui sont produits de très grande qualité, c'est du contenu très très premium, contribuent clairement à générer de l'intérêt, à aller toucher une audience de plus en plus large. Il y a des films qui font plusieurs centaines de milliers de vues sur YouTube. Certains ont dépassé le million. Le film sur Cyril Gane récemment. Donc c'est des chiffres qui sont très très forts, et surtout on voit des commentaires. Alors, moi particulièrement en tant que responsable marketing, j'attache beaucoup d'importance à regarder les feedbacks des clients, et en fait ils sont extrêmement positifs. Donc c'est là qu'on se dit aussi que tout le travail qu'on est en train de mettre en place, il est vertueux, et il va être vertueux, parce que quand on voit des commentaires où les gens disent en fait j'ai montré le film à ma femme qui connaissait rien en MMA, et la semaine d'après elle s'est levée à 4h du mat pour regarder l'événement avec moi, en fait c'est gagné quoi. Et c'est exactement ça. Donc les films c'est un vrai levier aujourd'hui pour capter l'attention. C'est très très engageant. Donc on a accès aujourd'hui à pas mal de contenu à travers ces organisations, et on a envie aussi de les partager avec nos prospects, les abonnés, les futurs fans, et au final cette histoire elle permet d'installer le positionnement d'RMC Sport en tant que expert sur cette verticale combat, de raconter qu'on a les droits qui comptent, et de présenter les visages des combattants français. Benoît Saint-Denis, l'ancien des forces spéciales, il a une histoire, on a envie de la raconter aux Français. On a Cyril Gane, le bon gamin, Saladin Parnasse, le prodige du MMA français. Et donc tous ces combattants-là, en fait, aujourd'hui, les Français, en tout cas jusqu'à il y a quelques mois, pour la plupart, les Français ne les connaissaient pas. Et c'est vrai, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi qui suis fan de MMA depuis quelques années maintenant, mais qui a été vachement drivé par l'UFC, vu que c'est quand même la plus grosse compétition, la plus grosse scène. C'est vrai que les Français sont de plus en plus présents dans cette institution, mais pas encore énormément. Et c'est vrai que j'ai un très gros manque de connaissances vis-à-vis des combattants français. C'était moins médiatisé, en tout cas on entendait moins parler d'eux, et c'est vrai que justement avec ces films-là, avec un petit peu les contenus qu'on a tendance à voir sur internet et tout, qui sont vraiment axés sur ces combattants français, franco-français, ça me permet d'avoir, même moi qui suis fan, une culture que j'avais pas forcément avant sur sur les combattants de mon propre pays en fait. Exactement. Donc ça c'est vraiment très cool, et je suis très très fan, et je pense que je suis pas le seul, comme tu dis, à apprécier ces contenus-là. Et pour rester justement sur les fans un petit peu de MMA, parce que je pense que vous commencez un peu à les connaître, ou en tout cas vous apprenez un peu plus à les connaître. Comment est-ce qu'ils consomment leur sport, eux? Parce qu'on sait qu'il y a un gros enjeu sur le replay, parce qu'on sait que les événements sont principalement aux États-Unis, et donc avec le décalage horaire, on se retrouve samedi à 4h du matin à devoir se lever pour regarder, ou ne pas dormir pour regarder. Et c'est vrai que c'est pas très pratique. Comment un fan de MMA consomme du contenu aujourd'hui avec vous? C'est une très bonne question, et c'est là où nous, d'un point de vue marketing, on doit travailler pour valoriser au mieux les assets de nos offres, et on est sur une consommation qui est différente de ce qu'on peut observer sur du foot par exemple, parce que
On a aujourd'hui beaucoup d'organisations américaines qui organisent des événements à des horaires plutôt américains, ce qui veut dire en pleine nuit pour la plupart du temps pour le public français. Alors, je disais avant, ils essayent de venir aussi de plus en plus en Europe avec des événements européens aussi pour développer ce marché. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des grands événements ont lieu en pleine nuit. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que on voit que les gens s'abonnent malgré tout et consomment en pleine nuit. Ce qui est quand même intéressant. Donc, on a des vrais fans qui n'ont pas hésité à se lever à 2h, 4h du mat. Ça représente quand même une bonne partie de votre audience quand même. Tout à fait, quand même. En revanche, il y a un vrai enjeu sur l'expérience qu'on peut proposer par ailleurs et notamment la consommation liée au replay. Parce que tous ceux qui ne sont pas levés à 6h du mat, ils ont peut-être envie d'aller consommer le combat dès le dimanche matin à 9h en replay. Et donc là aussi, notre mission, et il y a encore certainement pas mal de travail dans les prochaines années, c'est de proposer une expérience de consommation du contenu combat, que ce soit avant l'événement, pendant l'événement et après, qui soit la plus fluide possible. Donc le replay, c'est un vrai sujet. On sait qu'on a des gros usages en replay. On a des très bons usages sur tous les contenus, comme les films, qu'on met à disposition avant les événements, avec une consommation très importante. On a également des émissions, maintenant, des podcasts. Donc en fait, on active un peu tous les tuyaux. Et notamment, je reviens sur les réseaux sociaux. On sent que sur les réseaux sociaux, il y a une vraie demande, Il y a une vraie demande d'aller créer du contenu. Et on le voit, nous, d'ailleurs, toutes les semaines, il y a des nouveaux comptes dédiés au MMA qui se créent. Donc ça aussi, c'est des opportunités pour nous, en tant que diffuseurs, d'aller aussi élargir notre bassin d'audience à travers tous ces comptes et de proposer de plus en plus de contenu. Parce que c'est des contenus extrêmement engageants. Demain, qu'est-ce que vous pourrez proposer, qu'est-ce que vous espérez proposer à un fan RMC Sport Aujourd'hui, on a un dispositif 360. On travaille main dans la main avec RMC Sport côté éditeur pour tout le travail lié à la communication autour des événements qu'on met en place en amont. Avec les journalistes, le marketing. On a un lien très étroit et l'objectif, c'est de proposer une expérience globale qui soit la plus qualitative pour l'abonné. Et il y a un vrai sujet, je pense, tu fais bien d'évoquer autour de l'expérience. Vu que c'est un contenu, le combat et le MMA, très engageant, on pense qu'il y a certainement des choses à travailler autour de l'expérience liée au live, que ce soit via des mécaniques de gamification lors d'événements, que ce soit à la télé ou même sur place, s'il y a des événements en direct. Pourquoi pas en effet travailler sur des expériences liées à des voyages ou des coulisses. On sait que c'est quelque chose qui est très apprécié aussi. Donc ça, c'est pour le moment au stade encore de travail, on a plein d'idées. C'est que le début en fait du marché. Donc c'est un marché qui va croître avec les années. Donc on a plein d'idées et on regarde aussi ce que fait le benchmark, parce qu'on a les Américains qui sont quand même très en avance sur le MMA. Vous basez beaucoup sur ce qu'ils font. D'un point de vue marketing, bien sûr, on regarde beaucoup ce que fait un acteur comme ESPN aux États-Unis, qui a les droits de l'UFC, qui est un super benchmark et qui développe finalement pas mal de choses autour de l'expérience abonnée, autour de la data, parce que c'est un contenu également qui est propice à la data. Et ce qui est intéressant également, c'est que je lisais un article récemment, le MMA aux États-Unis, c'est le sport le plus populaire pour la tranche 17-34 ans. Donc c'est un sport qui plaît aux jeunes. Et dans un contexte, on sait, où même les acteurs du foot se posent la question, ils disent on n'arrive plus à fidéliser les jeunes, ils regardent moins le foot, ils consomment plus comme avant. En fait, je pense que justement le MMA et le sport de combat permet d'aller toucher cette cible jeune, parce qu'ils ont certainement une manière différente de consommer et tout le travail en amont sur les réseaux sociaux, la création de contenu, les insights, la data, etc. contribue à l'intérêt des jeunes qui sont demandeurs en fait de ce type de contenu, le trash talk, bien sûr. Et tout ça, ça plaît. Ça plaît. Et derrière, d'un point de vue expérience abonnée, il faut qu'on arrive aussi à rester dans ce même cadre, exactement. Donc il y a des choses intéressantes à construire. C'est super excitant, parce que
il y a des choses très intéressantes encore à développer d'un point de vue expérience. Et on teste aussi des choses chez RMC Sport. Ouais. On teste aussi des choses. On est sur un marché qui est tout jeune, donc c'est aussi l'occasion de tester des choses, notamment en termes de mécanique d'offre. Ouais, bah justement, on avait parlé un petit peu de ça en amont de ce podcast, mais tu disais que voilà, tu regardes un petit peu beaucoup même ce que fait ESPN ou ce que font les Américains, vu qu'ils sont déjà en place depuis un certain temps. Eux là-bas, leur modèle pour regarder des combats du UFC n'ont rien à voir avec ce qu'on a nous aujourd'hui. Grâce à vous, on a un équivalent d'abonnement, voilà, on paye tous les mois et on a accès à tous les contenus que vous proposez. Eux, ils ont ce qu'ils appellent le pay-per-view, donc qui leur permet, pour ceux qui connaîtraient pas, de payer en fonction du combat que tu veux regarder. Et donc chaque combat va être payant. Est-ce que c'est des mécaniques que vous essayez aussi justement dans les mécaniques que vous essayez? Alors, on l'a testé et on le teste avec un pass combat qu'on a lancé il y a 2 ans, qui permet de goûter au produit, goûter à l'expérience, le temps d'un week-end. Donc c'est une mécanique inspirée du modèle du pay-per-view américain. Alors les Américains ont ce modèle de pay-per-view dans plein d'autres sports. C'est une manière de consommer le produit, c'est très cher et c'est sur des marchés qui sont bien plus matures que le marché du sport de combat en France aujourd'hui. Mais en revanche, on teste ce type de mécanique. L'objectif, c'est de faire venir le prospect, le faire goûter le temps d'un week-end à l'expérience et derrière, lui raconter l'histoire de la richesse des contenus qu'on a proposés, toute l'expérience qu'on peut proposer et finalement l'amener vers un abonnement. En tout cas, on est dans cette phase où il faut tester des choses, il faut tester des dispositifs éditoriaux, il faut tester des activations. Je pense notamment aux jeux concours, ce genre de choses qu'on active notamment sur la verticale football, qu'il va falloir aussi qu'on développe sur le combat pour engager les abonnés. Et des mécaniques d'offres aussi innovantes. Donc on est aussi dans cette phase où on entreprend des choses et on co-construit aussi certaines choses avec les abonnés. Trop bien. Et est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à des choses pour l'UFC Paris avec RMC Sport? On réfléchit, on a des idées. Alors, il y a l'UFC Paris, il y a le PFL à Paris fin septembre également. Donc on réfléchit à des idées. On va aussi progressivement mieux collaborer avec toutes les organisations. On va aussi mieux travailler aussi main dans la main avec nos abonnés parce que on est dans ce marché un peu nouveau, donc on va aussi développer des choses avec eux et avec d'autres partenaires qui vont petit à petit aussi s'immiscer dans le sujet. Donc certainement qu'on peut imaginer des activations sympas et engageantes au plus proche des événements du UFC Paris ou du PFL Paris. Très bien. Et donc, est-ce qu'on peut dire que pour RMC Sport, les quelques prochaines années, vous avez vraiment cette... Enfin, est-ce que cette verticale combat, on sait que en France, elle prend de plus en plus d'importance et pas seulement le MMA, la boxe aussi, on le voit avec les youtubeurs qui commencent à boxer, etc. Ça a apporté une grosse communauté aussi, le YouTube boxing, qui a rapporté énormément de yeux sur un sport qui était en déclin en termes de fans. Est-ce que on peut dire que ça va devenir, enfin la vertical combat va devenir un fer de lance de RMC Sport? Est-ce qu'on le sait pas encore forcément? Parce que on sait que vous avez encore la Champions League, vous avez encore les droits du foot, etc. Il n'y a pas que le MMA, loin de là. Mais est-ce que c'est dans vos ambitions de vous recentrer sur cette verticale ou en tout cas de miser plus là-dessus, peut-être pour vous démarquer, peut-être ou est-ce que pour l'instant c'est pas forcément un sujet et vous faites juste au mieux possible pour l'instant, quoi? Alors on a des enjeux sur cette verticale combat parce qu'on s'inscrit quand même dans la durée. Alors je trahis pas de secret, ça a été annoncé dans la presse, donc on s'inscrit dans la durée sur cette verticale combat. On pense qu'il y a des réelles opportunités de faire grandir l'audience. Aujourd'hui, on sait, alors des études montrent que il y a 200 000, 300 000 personnes qui suivent le MMA en France, mais c'est des chiffres qui datent de 2022. Le MMA vient d'être légalisé, n'existe pas encore vraiment sur le devant de la scène, mais c'est des chiffres qui vont grandir et progresser avec les années. Donc on va s'inscrire dans la durée. On voit déjà des belles réussites d'un point de vue éditorial, d'un point de vue abonnement. Tu parlais de la boxe, tu as raison, parce que la boxe, c'est quand même un contenu qui plaît et qui intéresse également. Et il y a un bel exemple, c'est le combat Davis-Garcia
au printemps dernier, qui a vraiment existé en France. Donc on l'a diffusé sur RMC Sport et on a vu un très bel engouement. Oui, il y avait une hype de fou, il y avait un engouement de fou. Un engouement de fou. On a fait un film d'ailleurs qui a très bien marché et qui certainement a contribué aussi à cet engouement. Et au final, on se dit aussi que la boxe, et notamment avec, tu parlais des youtubeurs, enfin voilà, on a on a aussi de nouveaux profils qui rentrent dans ces organisations-là. Le PFL a recruté Jake Paul. Jake Paul, donc il y a des sujets de communication très intéressants parce qu'il s'appuie sur ces gens-là qui ont des grosses communautés. Donc c'est aussi peut-être des choses qu'on va observer de plus en plus à l'avenir. Mais voilà, les enjeux, ils sont présents. C'est une belle verticale à développer. On est super contents. Il y a un de nos dirigeants qui aime bien dire que le MMA, c'est un peu au sport ce que le rap était à la musique il y a quelques années. Ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, tout le monde écoute du rap. Ouais, c'est vrai. Et moi, je trouve que c'est une très belle formule. Et nous, on sent qu'il y a un vrai engouement. On sent qu'il y a un vrai engouement et peut-être que dans quelques années, on se reverra et on se dira que au fait, tout le monde regarde le MMA aujourd'hui. C'est fou. Et même le président de l'UFC, Dana White, qui aimerait bien que le MMA soit présent aux Jeux Olympiques, carrément. Donc des grosses ambitions pour eux et donc j'imagine pour vous et pour même nous les fans parce que ça donne envie pour la suite. Et c'est pas impossible qu'ils y arrivent, amener le MMA au JO. Moi j'y crois. Alors combien de temps ça va prendre etc. On sait pas, mais avec l'engouement qu'il y a derrière, avec le côté sportif, on a déjà énormément de sports de combat qui sont passés aux Jeux Olympiques ou qui sont encore d'ailleurs aux Jeux Olympiques. Donc moi je serais très heureux de voir ça. De toute façon, plus de MMA on a, plus je pense les fans de MMA seront contents. Mais très bien, très intéressant pour tout ça. Et d'ailleurs vous avez aussi le TUF qui vient d'arriver, la télé-réalité de l'UFC qui est pour la première fois disponible en France, parce que je sais pas. On l'a déjà diffusé. Ah ok. On l'a déjà diffusé dans le passé sur RMC Sport. Mais en effet c'est un contenu typiquement qui vient enrichir la proposition, qui permet d'avoir un rendez-vous récurrent. Et c'est aussi ça qu'on veut raconter à nos abonnés, c'est que le foot, souvent, en fonction des droits, c'est plus ou moins saisonnier. En revanche, le combat, sur RMC Sport, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines, avec des événements tous les week-ends. Et en plus, quand on vient amener du contenu additionnel et qui est quand même premium, il y a plus de 30 saisons, je crois, du TUF d'ailleurs. C'est la 31e saison, si je raconte pas de bêtises. Avec McGregor. Je suis tombé sur un vieil article où certains parlaient du TUF comme la Star Academy du MMA. Donc ça a parlé aux plus anciens, pas forcément aux plus jeunes. Mais c'est un peu ça, c'est une télé-réalité, un épisode toutes les semaines, tout l'été. Donc il y a un rendez-vous récurrent et c'est ça aujourd'hui aussi qui contribue à l'expérience d'abonnés, tout à fait. Ouais, et puis ça crée un engouement pour le combat, forcément. Exactement. Ça donne envie d'aller voir. Et puis McGregor, qui est le protagoniste du TUF, la série de télé-réalité, qui a une actu aussi très riche, donc qui tout seul finalement fait un peu la communication de l'événement. Il va combattre en fin d'année, donc il y a une excitation qui... Ah ouais, de fou. Là, c'est plus que de l'excitation. Là. Ils font très bien leur travail. On est très pressés de voir ça et là, avec le TUF pour attendre, c'est déjà pas mal. Ça nous fait un peu d'attente. Et là, en plus, ce mois de juin, on a la chance parce qu'on a, je crois, un combat d'un Français quasiment chaque week-end avec Saladin Parnasse, qui a été pour le coup annulé, mais Benoît Saint-Denis qui va avoir lieu, je crois, la semaine prochaine. 2 juillet. Ah, ok. Bon, voilà. Bon, en tout cas, on a beaucoup de Français là tous les week-ends. On a des Français. On en aura de plus en plus aussi, parce que les organisations voient bien que pour générer de l'intérêt et de l'engouement, il faut aussi des combattants français. Donc le programme est très très riche. C'est cool. Le programme est très très riche et c'est que le début. C'est que le début de l'histoire. On attend la suite avec impatience alors. Et pour finir un petit peu ce podcast, cette fois-ci, je voudrais parler de tes expériences fans à toi. Et j'aimerais bien que tu nous donnes un petit peu, alors c'est pas obligé d'être un top 3, mais ça peut être au moins 1 ou 2 expériences qui pour toi en tant que fan t'ont vraiment comblé, ou t'as vraiment adoré, t'as passé un super moment où ça t'a marqué. Alors pas forcément dans le MMA, t'es pas obligé de nous dire l'UFC Paris, même si c'est peut-être ça, on sait jamais. Mais si tu peux nous donner tes meilleures expériences et peut-être un exemple d'une expérience qui s'est un peu moins bien passée, ou peut-être un petit conseil ou quelque chose en rapport avec une mauvaise expérience de fan. Alors,
C'est plutôt du sport que je vais citer. Alors j'ai eu la chance d'aller voir un match de NBA il y a quelques années à New York, les Knicks contre les Celtics. Et grand effet waouh, Madison Square Garden. Ce qui m'a interpellé, c'est une peinture sur un mur avec la taille réelle des joueurs. Donc, il y avait Carmelo Anthony et je sais plus de citer les autres joueurs, mais qui en fait avait l'air de géants quoi. Et alors j'ai pris une photo à côté de cette peinture murale et ça m'a marqué parce que je trouvais ça très sympa en fait. Tu peux te mettre à côté. Tu te rends vraiment compte, que les mecs c'est des monstres. Quoi. Et ça j'ai trouvé très sympa et après bien sûr l'expérience pendant le match est carrément sympa. L'américaine. Le show à l'américaine. Le show à l'américaine. C'est trop cool. Voilà. Je vais te donner une autre expérience. Alors, j'ai étudié en Angleterre il y a quelques années, une année à Coventry, donc pas très loin de Birmingham. Birmingham qui avait pas mal de clubs ou clubs de la banlieue de Birmingham en première ligue. Donc on allait voir pas mal de matchs d'Aston Villa. Qui avait une très belle équipe à cette époque-là, en première ligue, et West Bromwich Albion, qui est dans la banlieue de Birmingham. Et un truc tout bête, mais qui m'a marqué, c'est que à chaque but, il y avait un petit jingle, en mode saut de kangourou. Ça faisait bang bang bang. Je pense qu'il y avait un sponsor derrière, je sais plus quel sponsor, mais tous les gens se levaient et sautaient sur le bruit du jingle quoi. Et donc c'était très sympa. D'accord. Très convivial, très familial. Bonne ambiance. Bonne ambiance quoi. Trop drôle. Tout petit stade, mais bonne expérience. Ce qui est plutôt cool parce que dans les petits stades c'est qui tout double. Soit il y a beaucoup d'ambiance et c'est vraiment le feu comme maintenant, soit ça peut être justement plus réservé, plus tranquille. Ça c'est très cool. Exactement. Et je réfléchis à une autre, mais c'est deux-là principalement quand même. Principalement. Mais c'est marrant parce que c'est des petits détails, tu vois, c'est pas forcément parce qu'on essaie à chaque fois avec les invités de voir un petit peu ce que c'est qu'une expérience fan réussie ou ce que et c'est marrant parce que on nous dit souvent que voilà, c'est le avant, le pendant, le après un événement, mais ça c'est très souvent dans des petits détails ou dans des petites choses qui ont eu lieu, des regards, des chansons, c'est très intéressant. C'est pas forcément tout le show dans son entièreté ou à quel point les feux d'artifice étaient énormes. C'est vraiment la petite chose qui fait que tu te dis là ils ont pensé quand même à ce truc-là. C'est quand même sympa. Je te cache pas qu'un feu d'artifice c'est toujours sympa. Mais c'est vrai que si je peux te donner un exemple de succès moyen quoi. C'est vrai que je crois avoir vu un match je pense que c'était une finale de Coupe de France. Il y a quelques années, un Rennes, je crois que c'était un derby breton, un Rennes-Nantes. Et c'est vrai qu'il y a eu, je crois que c'était David Guetta qui avait été invité pour mixer. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que du coup ça ne marchait pas en fait, parce que c'était un derby breton. Alors sans remettre en cause la qualité des équipes, le match n'était pas dingue. Le match n'était pas dingue du tout. Et à la fin, je crois que la moitié du stade avait déjà quitté le stade pour aller célébrer. Et donc David Guetta était là. Il y avait pas un feu d'artifice, mais le son et lumière. Les spectacles de son et lumière. C'est vrai que c'était un peu mitigé, quoi. Du coup, tu vois. Donc je me suis dit qu'en fait, peut-être qu'avant le match, il y aurait plus de succès qu'après le match. Donc là peut-être un problème de timing. Je pensais plus que tu allais dire ça par rapport peut-être au style de musique ou quoi. Un peu ça part trop en. C'est vraiment juste. On se demande ce qu'ils faisaient là presque à ce moment-là. Tu vois, ils ont pris un nom quoi. C'était ça. C'est pour avoir un invité un peu de marque. Mais c'est la finale de la Coupe de France. C'est pas la finale de. Oui, et puis c'est malin, ça aurait été mieux quand même avant, parce qu'au final, à la fin, tu as toujours des gens qui sont déçus et donc qui vont pas rester dans le stade et tout. Si tu veux vraiment faire une ambiance un peu concert, tu le fais un peu avant ou à chaque fois qu'il marque, comme ta chanson des Kangourous, pourquoi pas. Tout à fait. Avec David Guetta. Après, à Bercy, quand il y a le Master en indoor, là, tennis. Ce que j'aime bien, c'est justement que le spectacle de son et lumière que tu peux retrouver, que tu retrouves pas forcément habituellement dans le cadre du tennis, quoi.
que tu peux retrouver à Bercy avec la musique entre les jeux et tout. Ça, je trouve ça très sympa. Ok. Je trouve ça très sympa. Des petits détails pour te mettre dans l'ambiance. Pour te mettre dans l'ambiance. Ouais, voilà. ouais, tu te mets à fond, tandis que c'est un match de tennis, donc de base quelque chose qui est dans une ambiance assez calme, justement, assez. Ça, ils ont pris ça un petit peu à l'inverse et ça a l'air de bien fonctionner de leur côté. Après, je pense que je peux te donner pas mal d'exemples, mais c'est vrai que dans l'expérience fan, j'y pense peut-être un peu moins aujourd'hui parce que je suis peut-être un peu plus âgé aussi et un peu plus expérimenté, mais c'est vrai qu'il y a souvent quand même des sujets liés à la logistique, très importants, le flux, la gestion des flux, etc., qui sont importants sur de l'événement, ou l'accès tout simplement à une billetterie, pour faire des choses très basiques. Oui, bien sûr. Mais ouais, moi je suis quelqu'un d'assez simple, j'aime bien les ambiances conviviales et familiales et très sympas sur des événements. Donc souvent c'est les petits détails qui vont être liés à ça qui m'interpellent. Cette convivialité entre supporters, entre fans. T'es plus dans une tribune qui va chanter, qui va sauter, que dans la tribune qui va s'asseoir, regarder. Ok. C'est très intéressant. Écoute, Michael, merci beaucoup. Merci. C'est tout pour moi. Je t'ai posé toutes les questions qu'il fallait. Super. Et puis peut-être à bientôt dans un autre podcast. Et puis passe une bonne journée et à une prochaine. Merci, ravi également. Merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, Michael. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fastory, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux @Fastory et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.